Bonsoir, messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. 61e anniversaire de l'accession au Burkina Faso à l'indépendance, sobriété a été le maître mot. Nous nous sommes interrogés sur les retombées dans les régions de la célébration tournante, malgré le report de cette année. Vous en aurez le constat. Et sport, Ligue 1, l'ONAB, RCK et FO, c'était ce soir. Vous aurez le résumé de la rencontre et le point des matchs de cette journée. Nous reviendrons aussi sur l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football. Analyse avec Claude Romba. La première des rubriques pour ce JDS, c'est celle politique. Avant de marquer une importante halte sur ce que nous annoncions en titre, à savoir le 161e anniversaire de la cession du Burkina Faso à l'indépendance et aussi à l'interrogation sur la question de la célébration tournante et ses retombées, on va d'abord aller dans la région du Nord où l'Office national d'identification a officiellement ouvert à Waiguia son antenne régionale. Cette antenne qui s'inscrit dans le cadre du processus de décentralisation des services de l'ONI a une capacité de production de 1000 CNIB jour. Sanata Siré pour le reportage. C'est une bonne nouvelle pour les populations de la région du Nord. Cette région dispose désormais d'une antenne régionale de l'Office national d'identification, ONI. Fonctionnelle depuis le 12 juin 2021, la dite antenne a délivré plus de 50 000 cartes nationales d'identité au profit des populations de la région. L'ouverture de cette antenne régionale, selon le secrétaire général du ministère de la Sécurité, s'inscrit dans le cadre de la décentralisation des services de l'ONI. Pour lui, l'identification des populations est plus que nécessaire de nos jours, au regard de la situation sécuritaire difficile dans le pays en général et dans cette zone en particulier. Je pense que nous sommes dans un contexte assez difficile et c'est pour ça que, n'est-ce pas, en implantant une antenne régionale de l'ONI, ça permet donc d'avoir des CNIB, ce qui permet donc d'identifier les personnes. Et quand on parle donc d'identifier les personnes, vous vous en doutez bien, je crois que ça permet d'éviter certaines situations dommageables que nous connaissons. Je voudrais donc profiter, demander à la population vraiment de fréquenter cette direction, enfin, cette antenne régionale qui est donc un outil pour donc cette population-là. Selon le directeur général de l'ONI, la question des délais de délivrance des CNB constituait l'un des défis majeurs de l'Office national d'identification. L'ouverture de ces antennes régionales vient donc pallier ce problème, car elles vont permettre d'accélérer le processus de délivrance dans les régions bénéficiaires. Vous convenez avec moi que si une donnée doit quitter par exemple Tiou ou Gambo ou Kain, venir à Waïouia pour être ensuite transmise à Ouagadougou, convenez qu'il peut s'écouler facilement même 2 mois avant que le centre de production de Ouaga ne puisse même voir la demande de CNIB. C'est pourquoi l'étude a conclu que pour régler ces questions de délai et mitiguer en fait les impatiences des populations, il faut faire en sorte que le centre de collecte soit au plus près du centre de production. C'est ce qui a conduit à installer l'antenne ce matin et dans les autres régions. Donc l'avantage pour les populations, c'est d'avoir en un temps relativement court les cartes nationales d'identité pour pouvoir mener à bien les activités de la vie civile. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par la visite guidée des locaux de la nouvelle antenne régionale. Occasion pour le chef d'antenne d'expliquer aux visiteurs du jour le processus d'établissement d'une carte nationale d'identité. On balance les photos, ça c'est le premier processus. Et il y a la gestion de l'eau qui sont chargés d'introduire les demandes. Après la demande passe au niveau de la saisie, c'est saisi par les contracteurs de l'ONI. Le personnel policier ou gendarme puisqu'ils sont à l'ONI. Et c'est eux qui sont chargés de corriger là-bas en conformité avec l'acte de naissance fourni. Et après la saisie, la supervision, ça va maintenant à Ouagadougou pour la vérification. On appelle la vérification centrale. Bon, notamment par la connexion. Si vous avez la marchand que, sinon la carte c'est en 72, mais si vous avez le marchand que il n'y a pas de connexion, ça peut traîner. Et après la vérification de Ouagadougou, ça revient maintenant à Waïouia pour la production. L'antenne régionale du Nord a un potentiel de production de 1000 CNB par jour. Elle est animée par 40 agents, répartis dans différents postes de travail. L'ouverture de cette antenne régionale de l'ONI, faut-il le rappeler,
fait suite à celle de l'Est, de la boucle du Mouhoun et du centre-nord. C'est la région du sud-ouest qui sera la prochaine région à bénéficier d'une antenne de l'ONU. L'ANEB, entendue Association nationale des étudiants burkinabés, était en grève les 8 et 9 décembre dernier. Un mot d'ordre justifié par la dégradation des conditions de vie et d'études, disent-ils. Le vendredi 10 décembre dernier, le ministère en charge de l'enseignement supérieur a réagi. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, le professeur Mahamadou Savadogo, et ses proches collaborateurs étaient face à la presse. 24 heures après la grève de l'Association nationale des étudiants burkinabés ANEP, qui dénonce un durcissement des conditions d'obtention de l'aide octroyée aux étudiants par le Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation rompt le silence et apporte des précisions. L'un des points d'achoppement reste la question du taux de remboursement du prêt FONER qui passe de 3 à 7%. Le FONER bénéficie auprès du Trésor public un prêt avec 4% pour mettre à la disposition des étudiants qui demandent des prêts. L'étudiant rembourse son prêt 10 ans après avec un taux d'intérêt de 3%. C'est ce qui était fait. Le FONER supporte le reliquat de 1% et cela constitue un endettement auprès du Trésor public. Et cette dette ne fait que grossir d'année en année. La dette du FONER s'élève aujourd'hui à plus de 20 milliards. Le FONER n'arrive pas à retrouver tous ceux qui ont pris des prêts. Et ça, c'est une difficulté majeure. Selon le professeur Mahamadou Savadogo, les efforts fournis par l'État ne sont peut-être pas suffisants, mais ne sont pas non plus à minimiser. Il appelle l'ANEP et ses militants à savoir raison garder au regard de la situation que traverse le pays. Je pense qu'il est temps d'être de bons et de vrais étudiants, d'être des patriotes. L'État vous donne la possibilité de payer seulement 15 000 francs par an, multiplié par 3, ça vous fait 45 000. Non content de cela, l'État met à votre disposition le FONER. Je laisse le prêt. Je prends ne serait-ce que l'aide. Où vous avez 175 000 francs par an, pendant 3 ans plus une année, donc pendant 4 ans possible. Non seulement cela, au niveau du SUM, on vous fait payer un plat à 100 francs. Au lieu du prix réel qui est de 600 francs. Vous ne pouvez pas être des étudiants burkinabés, connaissant la situation nationale, connaissant les moyens de l'État, de renier tous ces efforts qui sont faits par l'État pour vous accompagner. L'âge d'obtention de l'aide par les nouveaux bacheliers est fixé désormais à 23 au lieu de 26 ans. Un rappel, pour bénéficier de la subvention du FONER jusqu'à la licence, les étudiants doivent obtenir la moyenne minimum de 8 sur 20. 11 décembre 2021, situation sécuritaire oblige. Les festivités ont été reportées. Dans la région du plateau central qui devrait accueillir ces festivités, une cérémonie sobre a été organisée. Elle a été marquée par l'acte de décoration et le discours de la gouverneure qui a invité les populations à l'union et à plus d'engagement pour lutter contre le terrorisme. Abdoulrahim Niénié pour Le Point. Les populations de la région du plateau central ont été nombreuses à faire le déplacement à l'esplanade du gouvernorat pour marquer dans la sobriété le 61e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté. Dans son discours, Fatoumata Benoît Yatassaye, gouverneur de la région du plateau central, a salué la décision du gouvernement de reporter les festivités du 11 décembre 2021 en raison de la situation sécuritaire. Occasion donc pour rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la défense de l'intégrité du territoire. Je voudrais à ce stade, du haut de cette tribune, profiter de ces instants solennels d'introspection pour rendre une fois de plus un vibrant hommage à nos braves forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie et à tous les acteurs, civils ou militaires, qui sont inlassablement engagés au front ou ailleurs, parfois jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité de notre territoire et ramener la paix et la quiétude au sein des populations. La gouverneure a invité les populations dans ces moments difficiles que traverse le pays sur le plan sécuritaire à s'inscrire dans le cadre du thème de ce 11 décembre
et s'unir pour lutter ensemble contre le terrorisme. L'esprit qui gouverne le 11 décembre 2021 à Ziaré est l'esprit de solidarité, l'esprit de résilience et l'esprit de mobilisation pour faire face à l'hydre terroriste et pour faire front commun derrière les autorités du pays, derrière les forces de défense et de sécurité, derrière les volontaires pour la défense de la patrie et derrière tous ceux et toutes celles qui sont mobilisés au front ou ailleurs pour que la nation burkinabé soit sauvée et redéployée dans ses limites initiales. Alors, j'ai appelé les populations de la région du Plateau central à la résilience, au courage, à l'engagement pour que, ensemble avec certainement les autres régions, nous soyons dignes de nos fiers aïeux qui ont combattu pour que le Burkina Faso soit. 123 personnes ont été décorées à cette cérémonie en reconnaissance de leur ardeur au travail. Les récipiendaires ont tous reçu les félicitations de la gouverneure de la région du Plateau central. Sincèrement, je suis fière du travail que j'ai fait et cette médaille m'encourage encore d'aller en avant, de travailler de plus, d'œuvrer toujours pour le bien-être de ma famille et de tout le Plateau central. Je suis trop content. Je vais continuer à travailler bien pour le peuple, pour les commerçants. Je dois continuer à travailler. Donc je remercie tous les opérateurs qui sont à Bobo, à Ouagadougou, à Zignalé. Les autorités régionales disent avoir foi aux réformes engagées par le président du Faso et formulent le vœu de pouvoir célébrer le 11 décembre l'an prochain dans un Burkina Faso plus sécurisé, uni et paisible. Nous passons à présent à l'autre rubrique de ce journal du dimanche au soir, c'est celle culture. En prélude à la deuxième édition du Festival des Arts du Sud-Ouest et des Cascades, l'association pour le dialogue de la culture ADC en abrégé était face à la presse. C'était vendredi dernier à Ouagadougou. Le but de cette rencontre était de présenter aux hommes de médias les différentes articulations de la deuxième édition du festival, ainsi que quelques membres du comité d'organisation. Le reportage est signé Barakissa Ramdo et Singé Kouma. Fédérer les différentes cultures du Burkina Faso et plus précisément celles du Sud-Ouest et des Cascades, c'est la mission que s'est assignée l'Association pour le dialogue de la culture à travers le Festival des Arts du Sud-Ouest et des Cascades. L'ambition de l'association, selon ses premiers responsables, c'est de faire de ce festival un vecteur de cohésion des cultures. Un festival qui est à sa deuxième édition. Première dimension qui est d'ordre culturel, qui va donner l'occasion aux troupes traditionnelles qui viendront des deux régions, auxquelles vont s'associer 4 vedettes individuelles, mais également une troupe qui viendra de Ouagadougou pour agrémenter le volet culturel de ce festival-là. À la suite, nous avons aussi la dimension art vestimentaire, art culinaire, qui sera également prise en compte lors de cette édition. De même que nous avons la dimension scientifique, à savoir la conférence publique, qui va donner l'occasion aux anciens, aux experts de cette matière-là, de nous dire en quoi le dialogue de culture est important et comment est-ce que ce dialogue de culture-là se pratique sur le terrain. Selon le président de l'Association pour le dialogue de la culture, cette édition, contrairement à la première, connaît un engouement des partenaires. Et la présente édition du festival sera également placée sous le sceau de l'innovation. Autre fait marquant de ce deuxième festival, c'est l'union avec l'ouverture du moins avec d'autres régions. Nous faisons une ouverture sur les Moussi, où nous allons à Ouagadougou, parce que de part et d'autre, les Moussi nous appellent les grands-parents. Et si il y a de la parenté à plaisanterie, il faut aussi rejoindre les petits-fils. Notons que la deuxième édition du Festival des Arts du Sud-Ouest et des Cascades se tiendra du 17 au 19 décembre 2021 à Ouagadougou, plus précisément au quartier Rimtieta. Dialogue des cultures, enjeux et techniques d'approche, c'est le thème retenu pour cette édition 2021. À présent, nous passons à la partie sport de ce JDS.
Nous l'annoncions d'ailleurs en titre pour ce qui est de cette dernière journée plutôt de la Ligue 1 Lona B, un match qui s'est disputé ce soir même, que nous avons donc en image, RCK EFO. Le match s'est soldé sur le score de 1-0. Le match aura été âprement discuté et comme vous le verrez, il faudra attendre jusqu'à la 92e minute pour avoir un centre et une belle reprise de volée qui sera magistralement donc exécutée par Abdoulaye Touré. Et comme nous le voyons donc sur ces images-là, un but pas encore arrivé, mais on aura un but très beau inscrit donc par Abdoulaye Touré pour le compte de l'EFO. Et cela s'est passé, je le disais, à la 92e minute, comme un score qui l'a été à l'arraché. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter à présent Amadou Sanfo, qui est le coach du RCK, on va dire l'équipe qui a perdu ce soir. Vous voyez que c'est toujours de l'enfantillage dans le travail. On a en possession du ballon du moment où dans la relance, c'est notre force. Et le ballon on relance et on rentre dans la première zone de construction. Le défenseur, il n'arrive pas à renvoyer derrière le dos de la défense et dans les arrêts de jeu. Il rate sur une attaque rapide et on négocie mal la zone sur un centre où le milieu était bien plongé derrière notre dos. Vous voyez que c'est un match discuté de part et d'autre. Et il n'y avait pas d'occasion franche comme ça et c'était bien en place tactiquement. Voilà. Donc je pense que il faut qu'on apprenne aussi dans la douleur. Donc c'est ça aussi. Voilà. Donc on ne va pas baisser les bras. Il reste 3 matchs à jouer. Je pense qu'on va continuer dans ce sens. Sinon c'est cruel de perdre dans les arrêts de jeu dans cette façon. Voilà, moi je pense qu'on doit apprendre à grandir dans la douleur. Retour sur ce plateau, je suis avec Claude Romba. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy Va, bonsoir aux téléspectateurs. Analyse qu'on promettait déjà en début de journal. On a vu tout à l'heure Ligue 1 Lona B, ce match RCK EFO, 1-0, victoire à l'arraché, parce que carrément la 92e minute. C'est pratiquement un hold-up réussi par l'équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou. On a vu, ils ont été beaucoup dominé sur ce match-là, mais comme on dit en football également aussi, dominer n'est pas gagner et donc le RCK la prend à ses dépens. Un but marqué pratiquement dans le temps additionnel, un super but reprise de volée donc du pied de Abdoulaye Touré. Mais je pense que c'était un geste quand même difficile à réussir pour ce joueur-là, mais il le réussit quand même plat du pied. Généralement, c'est un footé extérieur, mais là, il prend le ballon plat du pied. Dans tous les cas, on a vu un match où l'effort aussi a été très entreprenante quand même dans ce match-là. Mais comme on le dit, un match de football, il faut gagner. Et donc, l'équipe du RCK la prend à ses dépens. Et on va voir sur cette action, effectivement, ce plat du pied donc de Touré qui permet donc à l'Étoile filante de Ouagadougou de s'imposer dans ce choc, dans l'un des chocs également de cette journée. Mais également aussi, il faut le dire, dans la deuxième rencontre qui a opposé l'AS Police à Salitas, ou du moins Salitas à l'AS Police, on a vu également aussi un très beau match. Mais au finish, c'est Salitas qui s'est imposé 2-1 avec un but gag de la Police pratiquement dans le temps additionnel. On peut le dire, ça a été également une journée très intéressante. Cette 12e journée a noté également aussi la grande forme de Royal FC qui enregistre sa 3e victoire de rang puisque l'équipe de Royal a battu celle de l'AS Douane 2-1. Majestic, sur ses installations, a perdu face à l'ASB 1-0 sur penalty. Le RCB a été tenu en échec sur ses installations par l'ASK 1 partout. Et puis demain, on va suivre le match Kiko Asfayeninga, USFA AS Sonabel et Vitesse à Sec de Koudougou pour être complet pour cette 12e journée donc du Face au Foot. Et puis, il faut dire qu'au sein de notre fédération burkinabé de football, beaucoup de nouvelles dénominations. Et puis, on va dire une suite depuis l'action du 15 octobre dernier, action certains plus de façon unilatérale concernant 4 membres de son bureau fédéral. Je parle de la fédération du président Lazare Bansé, président de la fédération burkinabé de football. Et il y a des suites.
Évidemment, il y a des suites, mais il faut dire que ça n'a pas été un long fleuve tranquille depuis le 15 octobre, puisque ceux qui ont été recalés ont décidé d'attaquer la décision du président de la Fédération burkinabé de football, parce que contraire au texte de la FBF, eh bien, ils ont décidé donc de faire appel de cette décision du président devant la commission d'appel de la Fédération, qui devait statuer dans un premier temps, mais malheureusement, il y a eu beaucoup de reports suite donc à l'action du président Lazare Bansé, qui d'abord a prétexté ses multiples voyages, ensuite son avocat n'était pas disponible, et donc on a reporté près de... Ça vaut au moins 10 fois qu'on a reporté donc, cette audience-là, qui finalement a eu lieu vendredi dernier, mais dans quelles conditions? D'abord, le secrétaire général écrit donc, aux deux parties que l'audience sera reportée, mais on ne comprenait pas pourquoi le secrétaire général peut écrire, parce que c'est le secrétaire général qui a convoqué l'audience, c'est donc un organe juridictionnel. Okay. À partir de ce moment, la commission d'appel a écrit aux deux parties pour leur signifier que l'audience aura bel et bien lieu vendredi passé, et qu'il n'appartient pas au secrétaire général, donc qui n'a pas les compétences pour ça, pour renvoyer une audience. Du coup, arrivé, parce qu'on avait prétexté les problèmes des salles, arrivé, on a fermé toutes les salles, mais tant bien que mal, l'audience a pu se tenir dans une salle assez exiguë, mais ça a pu se tenir quand même sans la présence des avocats de Lazare Bansé. Et donc, ça a été, le délibéré est renvoyé au vendredi prochain pour avoir la suite de cette affaire. Mais pour certains, en tout cas, beaucoup de choses se passent, beaucoup de pression sur la commission d'appel, notamment de la part donc, de Lazare Bansé, qui pourrait, pour certaines personnes, pourquoi pas démettre le président de la commission d'appel. Ça, c'est dans les rumeurs, parce que pour ne pas qu'il rende le verdict, est-ce que cela c'est vrai? Mais dans tous les cas, on attend vendredi pour voir quelle va être la décision dans cette affaire, et puis voir quelle sera donc la réaction après cela. Mais, quand on écoute les quelques commentaires qu'on a aussi là-dessus, c'est que quand on regarde, au départ, il y a une note qui, à la dernière minute, même si on dit qu'elle est datée du 8, demande à ce qu'il y ait un report du fait d'indisponibilité de salle. Mais il n'y a pas eu de réaction par rapport à ça. Ici et maintenant, ils ont décidé de tenir quand même la session. Est-ce qu'il n'y a pas un genre de parti pris, certains le disent, sachant que les avocats de Bansé n'étaient pas là et tout? Bon, je pense que quand l'audience a été programmée et qu'ils étaient au courant, il appartenait donc à Lazare Bansé et à ses avocats de prendre toutes les dispositions pour être là. De toutes les façons, tout le monde a été informé de la même manière. Ce que je pense, dans la procédure. Après, s'il y a un problème de salle, il appartient au secrétaire général de saisir le président de la commission ou la commission d'appel pour leur dire que bon, vous avez programmé, on ne peut pas tenir. Ça, maintenant, il appartenait à la commission de pouvoir tenir cette conférence et cette audience-là où elle veut. C'est pas forcément qu'on va tenir cette conférence à la Fédération burkinabé de football. D'ailleurs, depuis quelque temps, les réunions du comité exécutif n'ont pas lieu du côté donc, de la Fédération burkinabé de football. Donc, à partir de ce moment, on pourrait trouver une autre salle plutôt pour tenir cela. Ben, voulant donc outrepasser les prérogatives d'un organe juridictionnel pour pouvoir donc donner des injonctions, je pense que en droit, c'est pas possible, c'est pas permis. Et je pense que c'est pour cela que la commission d'appel n'a pas tenu compte de ça et a dit que non, c'est programmé. Et arrivé, on a vu, d'après ce qui a été dit, la salle a été fermée, on a couru dans tous les sens pour fermer toutes les salles pour ne pas que l'audience ait lieu. Et je pense que les avocats des plaignants ont saisi un huissier pour constater cela, c'est pas pour rien. Dans tous les cas, on n'a pas besoin de faire tout ce branle-bas, parce que Lazare Bansé a dit, il va se conformer aux décisions de la justice, c'est une question de droit. Si le droit est avec lui, il n'a pas besoin de faire tout ça. Si le droit n'est pas avec lui, il en tire les conséquences. Et puis, bon, comme il a dit, il n'est pas le seul président, en tout cas en matière de football, s'il n'a pas le droit avec lui, ou s'il n'a pas raison, ça ne lui dira rien de réintégrer ceux qu'il a révoqué pour continuer le travail. Donc il n'y a pas de souci. Ça sera quand même un revers pour lui. Et d'autres décisions aussi au sein de cette fédération? Évidemment, on a vu une commission de mobilisation qui a été mise en place et dirigée par le colonel Yacouba Ouedraogo, ancien ministre des Sports et des Loisirs, qui doit permettre donc de rassembler tout le monde pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a problème, parce que cette commission de mobilisation, on ne sait pas à quoi elle va ressembler, puisqu'on a l'Union nationale des supporters des étalons ici qui est là, qui, dans son travail, doit mobiliser. Maintenant, cette commission va mobiliser quoi? Est-ce qu'elle va mobiliser les supporters? Dans ce cas, que devient l'Union nationale des supporters des étalons? Si elle doit mobiliser au niveau des finances, de toutes les façons, tout le monde s'adresse donc aux mêmes personnes. Donc l'Union nationale va devenir quoi dans cela? Donc il y a des questions comme ça. Et l'Union nationale des supporters, dont le président fait partie d'une sous-commission
ne se reconnaît pas là-dedans parce qu'il n'a pas été consulté. Il dit qu'il a donc appris cela sur les réseaux sociaux. Maintenant, il ne sait pas de quoi cela retourne. Est-ce que c'est une commission qui... donc pour le moment, il n'a pas les tenants et les aboutissants, il ne peut pas se prononcer là-dessus, mais d'ores et déjà, je pense que ça commence à créer des bisbilles, il y a des graissements des dents par rapport donc, à cette commission. On va attendre de voir. Et puis également aussi, il y avait une réunion entre la Fédération burkinabé de football et évidemment le ministère des Sports et des Loisirs par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, on le sait, le budget de la Coupe d'Afrique des Nations sera de 3 milliards de francs CFA pour les étalons. Alors qu'habituellement, le budget tourne autour de 1,5 milliard. Donc le budget a été doublé, évidemment, pour permettre une meilleure participation des étalons à la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que c'est quelque chose à saluer déjà. Par rapport donc à cela, il faut savoir que les étalons vont aller se préparer du côté de Abu Dhabi. C'est ce que le président de la fédération a dit à partir donc, du 26 décembre. Ils vont se préparer du côté d'Abu Dhabi avec 2 matchs amicaux avant donc de rallier le Cameroun et donc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on peut croiser les doigts et puis dire que en tout cas on n'aura pas de problème de primes au niveau donc de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est 3 milliards de francs CFA. C'est doublé par rapport donc à ce qui se faisait par rapport à la CAN 2015, par rapport à la CAN 2017. Et cette fois-ci, c'est quand même doublé donc. D'accord. Et vous parliez du Cameroun, on va se permettre cette brèche déjà pour parler de l'ex-international Samuel Eto'o qui a été élu président de la Fédération camerounaise de football. C'est ce qu'a annoncé donc samedi la FECAFOOT, c'était samedi. Il a battu le président sortant Seydou Mbombo Njoya qui avait été élu en 2018, mais son élection contestée par plusieurs acteurs du football camerounais avait été annulée à la mi-janvier par le tribunal arbitral du sport. Il faut dire que l'ancien international, parlant d'Eto'o, a été élu avec 43 voix devant le président sortant qui a recueilli 31 voix. Après le vote, il s'est exprimé et il a tendu la main, parlant de Samuel Eto'o, candidat malheureux, un discours dont on retient beaucoup et surtout l'émotion. Je vous propose de l'écouter. À ceux qui m'ont accordé leur vote, je vous fais la promesse de donner le meilleur de moi-même. Que notre drapeau flotte à nouveau au plus haut dans la compétition mondiale. Aux délégués qui ne m'ont pas accordé leur suffrage, qu'ils sachent que je respecte leur vote. Néanmoins, je les tends la main pour qu'ils prennent toute leur place dans la dynamique de notre projet. J'ai pris l'engagement de rassembler la famille du football, notre famille, pour relever le défi d'un nouveau départ. Vous me connaissez, je tiens toujours mes promesses. Dès demain, nous nous mettrons au travail pour que notre pays soit fier de ses meilleurs ambassadeurs que nous sommes. Footballeurs, nous n'y arriverons pas sans le soutien du peuple camerounais, tout le peuple camerounais. Vas-y! Un discours qui finit difficilement, Claude Lombard. Et tout l'a vraiment voulu. Il a beaucoup, il a cherché, il a eu, comme on dit. Il voulait évidemment apporter quelque chose à son pays en passant par la politique, donc être président de la Fédération camerounaise de football. FECAFOOT, c'est bien ça. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il a 40 ans. Tout le monde connaît Samuel Eto'o pour son parcours extraordinaire en football. Il a remporté déjà 2 Coupes d'Afrique des Nations avec son pays. Il a participé à 6 Coupes d'Afrique des Nations. Et là, il prend donc la Fédération camerounaise de football avec en ligne de mire la restructuration qu'il faut. Il faut dire, vous l'avez dit, une fédération qui est en crise depuis 2013, évidemment avec Mohamed Iya,
qui a été destitué et qui a été condamné par la justice de son pays pour détournement. C'est pour dire que c'est une institution qui est en mal. Il y a cette confiance également qu'il faut retrouver. Il y a également aussi la moralisation dans la gestion du football camerounais qu'il faut... il va s'attaquer à ça, cette corruption-là. Évidemment, ce n'est pas un chantier facile pour donc Samuel Eto'o, avec déjà comme grand défi la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun organise sur ses installations. Tout ce qui janvier, février. Il va falloir, à partir du 9 janvier, il va falloir donc réussir cette Coupe d'Afrique. Et réussir cette Coupe d'Afrique aussi, ça va passer par une bonne participation, ou en tout cas une brillante participation de l'équipe camerounaise, les Lions indomptables. Donc, véritablement, c'est un gros challenge. Il faut dire depuis 1972 que le Cameroun a abrité, du moins, ça va venir, abriter la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, c'était ce pays-là qui est quand même un pays de football. Mais il faut se dire que Samuel Eto'o a du pain sur la planche. Il va s'attaquer véritablement à ce qui est là-bas depuis très longtemps. Il va falloir donc changer les habitudes et ça va pas être du tout facile. En même temps aussi, on a vu les anciens footballeurs qui ont donc pris cette perche-là pour dire il est temps que, évidemment, ceux qui ont servi le football viennent aujourd'hui pour apporter leur expertise. On peut penser donc à Didier Drogba du côté de la Côte d'Ivoire, qui a aussi un destin lié par rapport à Samuel Eto'o. Mais on attend tout ça de voir. On attend ce que cela va donner. Mais en tout cas, bravo à Samuel Eto'o. Et comme on a dit, il a du pain sur la planche. Et évidemment, en tout cas, ce n'est pas les défis qui font peur à Samuel Eto'o. Donc, on peut se dire qu'il sait... là où il met les pieds. Voilà, parce que quand on l'écoute, dans son discours même d'avant-vote, il est clair. On sait qu'il a... Seydou Mbombo Diovia, il l'a soutenu en 2018. Et il dit, dans son discours, il ne faut pas accepter que ça continue comme ça, parce qu'il y a des voleurs qui gèrent notre football. C'est quand même fort. Hein. C'est très fort. Il sait là où il met les pieds, il a dit. Et même Samuel Eto'o n'a pas eu... il n'est pas parti du tout de la cuillère pour s'en prendre et à la CAF et à la FIFA. Donc, c'est dire que c'est quelqu'un qui est venu pour essayer de révolutionner le football africain. Il a dit, il n'est pas venu pour chercher de l'argent du côté donc du football africain, il est venu pour apporter. Il faut que le football africain soit respecté. Et je pense que le respect du football africain passe par une bonne organisation, une moralisation de la chose footballistique. Donc évidemment, c'est avec cette conviction-là qu'il vient pour prendre les devants de cette fédération. Et en même temps aussi, c'est un appel fort évidemment à toutes les fédérations. Plus rien ne sera comme avant. Il faut qu'aujourd'hui l'Afrique se fasse respecter. L'Afrique a des joueurs qui permettent donc aux meilleurs clubs européens donc d'engranger des résultats ou en tout cas d'engranger des trophées. Et du côté de l'Afrique, ça traîne, c'est le pourrissement, c'est la malversation, c'est la corruption, et je pense qu'il veut s'attaquer à tout ça. Et je pense que si Samuel Eto'o met les pieds dans le plat et qu'il secoue le cocotier, évidemment, il sera suivi. Parce que, comme on dit, c'est une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir, non seulement sur le football africain, mais également aussi, il faut comprendre que de plus en plus, les jeunes qui sont en train donc de venir dans cette Afrique après les indépendances, sont en train aujourd'hui de comprendre que l'heure est arrivée pour que les pays africains, dans tout leur ensemble, essaient donc d'amorcer sérieusement le développement, parce que le potentiel, il y en a. Maintenant, ce qui manque, c'est dans la gestion. Ce qui manque, c'est dans l'organisation, alors que nous avons des compétences, alors que les jeunes aujourd'hui ont cette envie de faire. Et je pense que ce soit sur le niveau politique, que ce soit au niveau football, je pense que c'est un déclic qui doit arriver forcément pour ce continent-là qui, évidemment, aujourd'hui ne peut plus rester en arrière. C'est pas possible. Merci bien Claude Romba, des analyses bien pointues concernant donc cette actualité sportive, et c'est ce par quoi on va mettre fin à ce JDS. Merci d'être passé, et on prendra donc ici et maintenant congé de vous en espérant vous retrouver dimanche prochain et que vous portiez bien d'ici là.